Alors pour vous parler effectivement de l'ouvrage que j'ai commis l'année dernière sur radicaliser la démocratie, bien avant Nuit debout, hein, le livre est paru l'année dernière, donc pas de connexion avec ce qu'on vit actuellement. Peut-être, puisqu'on est en séminaire, vous dire quelques mots en introduction sur le making-of, la manière dont j'ai conçu ou préparé cet ouvrage. Et je l'ai préparé en tant que juriste. Le point de départ de ma réflexion est très simple pour un juriste, et notamment ici à Aix-en-Provence, vous allez tout de suite comprendre ce que ça veut dire. Ma réflexion est partie de cette fameuse décision du Conseil constitutionnel, de cet obiter dictum selon lequel la loi votée n'exprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution. 1985. Et cette phrase m'a heurté. Elle m'a heurté puisque l'article 6 de la déclaration de 1789, vous le savez, dit la loi est l'expression de la volonté générale. Et 200 ans après, le Conseil dit non, la loi n'exprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution. Et la question que je me suis posée, c'est est-ce que ce changement était anodin, anecdotique, ou bien est-ce qu'il nous disait quelque chose sur la mutation, la transformation du système constitutionnel, du régime constitutionnel et au-delà du régime démocratique? Et j'ai été confronté à des réponses, par exemple celle de Michel Tropper, en me disant non, mais ça ne change rien du tout. Ça ne change rien du tout, puisque vous connaissez le syllogisme de Michel Tropper, est représentant toute institution qui participe à la définition de la volonté générale. Or, le Conseil constitutionnel participe à la détermination de la volonté générale, donc le Conseil est un représentant, donc nous sommes toujours dans le cadre d'une démocratie représentative. Vous connaissez les autres réponses, celle de l'Aiguilleur. Finalement, ça ne change rien, puisque le Conseil constitutionnel ne se prononce pas sur le fond de la loi, mais ne fait que dire selon quelle procédure doit être adoptée telle mesure. Je n'ai pas été convaincu par ces réponses, et je suis parti de l'idée que cette nouvelle définition de la loi, imposait aux constitutionnalistes, aux juristes, de reprendre la réflexion sur tous les éléments qui jusqu'alors avaient fondé leur enseignement, leur recherche en droit constitutionnel. Et c'est ainsi que, nous sommes en 1985, c'est ainsi que, avec mon équipe de recherche, à l'époque à Montpellier, on a entamé une réflexion qui a abouti à un colloque en 1992, sur le thème de la démocratie continue. C'est en 1992 que, pour la première fois, j'ai mis dans le public cette expression. C'est un colloque qui avait été présidé par le doyen Vedel. Il y avait à l'époque Léo Hamon, il y avait des politistes, il y avait des philosophes, Jacques Lenoble, il y avait des collègues, il y avait Michel Rosenfeld qui était là. Donc j'ai soumis en quelque sorte à la critique des juristes, des philosophes, des politistes, des historiens, cette idée que finalement cet obiter dictum de 1985 conduisait à une nouvelle forme de démocratie qui n'était plus la démocratie représentative, mais ce que j'ai cru pouvoir appeler la démocratie continue. Ça, c'était en 92. Donc, vous voyez, c'est la réflexion de juriste, à partir de cette réflexion de juriste, et de cette intuition ou de cette hypothèse que ça nous obligeait à reprendre notre discussion sur les grands principes du droit constitutionnel. Et puis, j'ai donné des sujets de thèse. Par exemple, Philippe Blacher, qui est maintenant collègue à Lyon, a fait sa thèse précisément sur cet obiter dictum de la loi
n'exprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution. Donc on a travaillé au sein de l'équipe sur cette hypothèse avec distribution de sujets de thèse, de mémoire, de rencontres avec les uns, les autres, etc. Et j'ai moi-même, à partir de là, écrit un certain nombre d'articles un peu épars, jusqu'à ce que Pierre Rosanvallon prenne contact avec moi, après avoir lu les différents articles que j'avais pu écrire, et me demande de venir faire un cours au Collège de France, dans le cadre de la chaire qu'il anime. Et donc j'ai fait ce cours, on a sympathisé, on a discuté. Il m'a reproché d'avoir utilisé le mot démocratie continue parce qu'il aurait bien voulu utiliser ce mot, mais finalement il était obligé de prendre un autre mot. Il a dit démocratie inachevée pour pas dire continue. Bon, bref, une amitié est née et Rosanvallon m'a dit écoute, il faudrait maintenant mettre un peu en cohérence tout ce qui a été fait depuis 1992 et le résultat est ce livre qui a été publié donc l'année dernière dans une des collections du Seuil que dirige Rosanvallon. Ce que je vais vous montrer ici, c'est que ce travail, même s'il est personnel, est un travail collectif. C'est un travail qui repose sur une équipe de recherche, qui repose sur une discussion avec d'autres disciplines que le droit, et qui est un aboutissement en quelque sorte, et que j'espère n'est pas terminé. Et je pense que les questions que vous allez me poser me permettront de corriger, d'améliorer, de compléter pour vous convaincre encore plus, évidemment, de la justesse de mon propos. Mais voilà, je pense qu'on ne pense pas seul. Si on écrit seul, on ne pense pas seul. Et je dois évidemment une bonne partie de ma pensée au travail collectif qui a été mené au sein de l'équipe que je dirigeais à Montpellier. Et cette réflexion a été, renforcée, fortifiée par les événements politiques ou les événements institutionnels. Alors, je voudrais en donner deux pour éclairer dans l'actualité ma réflexion. La première, c'est que je suis très surpris, en tous les cas, ce qui se passe dans nos sociétés m'inquiète, me fait réfléchir. Quand je vois la Hongrie, quand je vois la Pologne, quand je vois la Slovaquie, quand je vois l'Autriche, quand je vois le Danemark, quand je vois le Royaume-Uni, mais quand je vois aussi la France, je constate que ces pays-là ne remettent jamais en cause le suffrage universel, ne remettent jamais en cause le résultat d'un vote aux élections législatives, aux élections présidentielles. En revanche, ils remettent en cause la justice, le juge. La Hongrie, la Pologne portent atteinte au tribunal constitutionnel, à l'indépendance de la justice. Le Royaume-Uni refuse d'exécuter les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme sur la question notamment du droit de vote des prisonniers. La France actuellement, non seulement à l'état d'urgence, mais avec le projet de loi sur la réforme de la procédure pénale, diminue les pouvoirs du juge au profit de l'administration, de la police ou du Conseil d'État. Et donc, je constate que dans nos sociétés, il y a un glissement, on s'attaque au droit, on s'attaque aux juges, et on ne s'attaque pas au suffrage universel. Le droit agace. Le droit, parce qu'il vient rappeler un certain nombre de principes à respecter, gêne, et par conséquent, on met à l'écart les juges. On ne met pas à l'écart le suffrage universel, on met à l'écart le juge. Donc l'interrogation, reliée à l'Obiter Dictum de 1985, est-ce que finalement, le droit, les juges, ne seraient pas des éléments plus intéressants pour qualifier la démocratie que le vote, que le suffrage universel? Ce qui est très embêtant comme observation pour quelqu'un qui a été
j'ai des cheveux blancs, hein, donc pour moi, la démocratie, c'est le vote, c'est le suffrage universel, c'est l'élection. Sinon, si c'est les juges, c'est le gouvernement des juges, c'est l'aristocratie, c'est l'oligarchie, c'est pas bien. Bon, donc il faut commencer à casser les os que l'on a dans la tête pour imaginer que finalement peut-être le droit est plus ou autant, et peut-être plus que le suffrage universel, le critère d'une décision juste, d'une décision bonne, au sens d'Aristote, et d'un régime démocratique. Le deuxième élément qui disons, est venu se surajouter à ce que je viens de dire, mais on pourrait prendre d'autres éléments dans l'actualité, c'est le fameux épisode du mariage pour tous. Le fameux épisode du mariage pour tous, je dois d'ailleurs en parler, il me semble, dans le bouquin, et qui m'a là aussi frappé. Qui m'a frappé au sens où ça m'a mis mal à l'aise. Je pense qu'un chercheur commence à chercher lorsqu'il est mal à l'aise par des événements qui lui arrivent dans la figure et qui viennent tournebouler les catégories à partir desquelles il avait l'habitude de penser. Alors, je rappelle cet épisode, le mariage pour tous, 2013, en Croatie, en France et au Brésil, à la même époque, avril-mai. Et en Croatie, il y a une pétition qui circule, qui est animée donc par la Frigide Barjot de l'époque, de là-bas, et qui obtient 700 000 signatures. Et dans la Constitution croate, quand il y a 700 000 signatures, le référendum est obligatoire. Il y a donc un référendum qui est organisé en Croatie. Le peuple vote, et vote non au mariage pour tous. Donc, démocratie directe, le référendum, le peuple. Même année, avril-mai 2013, la France, pétition devant le Conseil économique et social. Chez nous, il n'y a pas de référendum sur les questions de société, donc pas de référendum en France, et le Parlement vote le mariage pour tous. Démocratie représentative. Brésil, même année, même mois. Un maire d'une commune du Brésil avait refusé le mariage entre deux hommes. Je passe sur la procédure, ça arrive jusqu'à la Cour suprême, et la Cour suprême condamne le maire au motif que le maire a porté atteinte au principe d'égalité en faisant une discrimination selon l'orientation sexuelle des personnes et impose au maire de marier les deux hommes. Donc la question que je me pose est: quel est le pays le plus démocratique? La Croatie, la France ou le Brésil? Vous voyez qu'avec les schémas que l'on a dans la tête, évidemment, spontanément, on va dire la Croatie, le vote, le peuple. Quel est le pays le moins démocratique? Le Brésil. Les juges ne sont pas élus, ils sont irresponsables. Et pourtant, on sent bien qu'on est un peu gêné quand même. D'avoir à dire que c'est la Croatie, qui est le pays le plus démocratique, il a voté non au mariage pour tous. On est gêné quand même. Bon. Donc, ces exemples-là mettent mal à l'aise nos catégories. Et par conséquent, soit on essaie, on fait à la manière de Brecht, soit on change pour dire non mais ne vous inquiétez pas, tout va bien, soit on prend ces événements et puis on fait l'effort de repenser les choses. Et si ce n'était pas le Brésil le pays le plus démocratique? Et si ce n'était pas le Brésil? Et si le pays le moins démocratique, ce n'était pas la Croatie? Vous vous rendez compte le travail intellectuel qu'on doit être obligé de faire pour inverser le schéma que l'on a dans la tête depuis évidemment plusieurs décennies. Donc c'est à partir de ces faits-là, si vous voulez, que j'ai renforcé ma réflexion sur la nécessité de repenser un petit peu les rapports entre droit, suffrage universel, représentation, etc. Et à partir de là, que j'ai formulé de manière un peu plus serrée que je l'avais fait jusqu'à présent, l'idée de démocratie continue.
Cette démocratie continue, je voudrais la présenter aujourd'hui devant vous autour de 4 points. Comme je ne suis pas obligé de faire 2 parties et 2 sous-parties, je vais faire en 4 points. Le premier point, c'est que pour moi, la démocratie est une forme de société et non pas une forme de gouvernement. Le deuxième point, c'est que la démocratie est une forme singulière de production de la règle. Le troisième point est que la démocratie continue est une forme de mise en scène des tensions constitutives d'une société. Et enfin, quatrième point, c'est que la démocratie continue est une forme, disons, d'expérience ou d'expérimentation du basculement horizontal de nos sociétés. Alors, ce sont ces 4 points que rapidement je voudrais développer, mais Marthe, tu me dis si je déborde trop l'horaire. Alors, sur le premier point, la démocratie continue pour moi, est une forme de société et non pas une forme de gouvernement. Les constitutionnalistes, nous avons tous l'habitude, et moi évidemment comme les autres, de considérer que lorsque l'on parle de démocratie, on s'intéresse uniquement à la répartition des pouvoirs au sein de l'État. Et nous sommes très bons pour débattre sur la forme présidentielle, semi-présidentielle, parlementaire. Est-ce que le président doit être élu au suffrage universel ou pas, pour un mandat de 7 ans ou 5 ans? Est-ce qu'il ne vaut mieux pas que ce soit le Premier ministre qui dirige? Est-ce qu'il ne faut pas supprimer le Premier ministre? Bref, est-ce qu'il faut la proportionnelle, une assemblée, 2 assemblées? Et on pense que la démocratie se résume à la forme de gouvernement. Et on estime qu'un régime, disons, primo-ministériel est plus démocratique qu'un régime présidentiel. Parce qu'un régime présidentiel à la française, ou semi-présidentiel, c'est une monarchie républicaine. Alors que le régime à l'allemande est considéré comme un modèle plus démocratique parce que le Premier ministre est responsable devant l'Assemblée, etc. Donc on se dispute. Et on estime que lorsqu'on a démocratisé l'État, lorsqu'on a trouvé la forme de gouvernement démocratique, eh bien, la société est démocratique. Démocratiser l'État, c'est démocratiser la société. Je propose de rompre avec cette idée et de considérer que démocratiser l'État, c'est très bien, mais ça ne suffit pas, et que la démocratie continue implique une diffusion de l'exigence démocratique dans toutes les sphères de la société. Et c'est là que je mets en avant une représentation de la société qui ne m'est pas propre, qui ne m'est pas personnelle, mais que je mets en avant une représentation de la société en 3 espaces. L'espace civil, qui est l'espace où chacun d'entre nous a ses activités professionnelles, sociales, sportives, amicales, amoureuses, ses activités privées, personnelles, sociales. Et puis l'espace politique, c'est-à-dire l'espace où évoluent les ministres, les députés, les sénateurs, les gouvernants. Et dans notre représentation classique, il n'y a que ces 2 espaces. Et la démocratie représentative, qui est la nôtre aujourd'hui, j'y reviendrai sur le mot d'ailleurs démocratie représentative, consiste à penser que dans l'espace civil qu'est le nôtre, il n'y a que des intérêts particuliers, il n'y a que des soucis que les uns et les autres se portent, il n'y a qu'à nous regarder, on est jaloux, prétentieux, ambitieux, voleurs, méchants, menteurs, regardez-vous, vous voulez tuer la voisine, vous voulez prendre le copain de votre copine, vous voulez, l'espace civil, c'est affreux. Heureusement, il y a l'espace politique, où là, ce sont des êtres de raison, qui, loin de la corruption, loin des intérêts
savent ce qu'est l'intérêt général et déversent dans l'espace civil la loi. Heureusement que nous avons l'espace politique pour nous conduire, parce que si on se conduisait tout seul dans l'espace civil, ça serait le désastre. Je propose d'introduire, avec d'autres, entre ces deux espaces, l'espace public. L'espace public qui est l'espace où les problèmes que nous rencontrons dans l'espace civil vont être mutualisés. Mutualisés par quoi? Alors mutualisés par les associations, les réseaux sociaux, les revues, les syndicats, les partis politiques, des problèmes qui étaient de l'ordre privé, intime, vont rentrer dans l'espace public et vont devenir donc des problèmes publics, communs. Et pour moi, l'espace public, et c'est là, le sens radical veut dire racine, revenir à la racine, c'est donc pour moi dans l'espace public que se forme la volonté générale. C'est dans l'espace public que se forme la volonté générale parce que c'est là que, par la délibération, les problèmes vécus dans l'espace civil sont mutualisés et sont transformés en propositions de normes et portés ensuite dans l'espace politique. Autrement dit, la démocratie continue, c'est une démocratie qui renverse. Ça part de la base. Ça part des problèmes vécus dans l'espace civil, mutualisés dans l'espace public et qui sont portés dans l'espace politique. Alors on a évidemment, vous pouvez prendre des exemples, on peut prendre le droit au logement, on peut prendre les différents problèmes qui sont aujourd'hui des droits et qui ne l'étaient pas avant. Si vous prenez, je vais prendre l'exemple des femmes, si vous prenez le droit de la femme de disposer librement de son corps, si vous prenez le droit de l'avortement, si vous êtes dans mon schéma, vous avez des femmes qui avortent dans l'espace civil. Elles avortent, se font avorter, mais personne ne le sait. C'est privé, chacun le fait dans son coin, personne ne le sait. Puis un jour, vous avez le manifeste des 243 salopes qui portent ça dans l'espace public. Et à ce moment-là, les femmes se disent « Ah ben oui, moi j'ai avorté, mais toi aussi, ça s'est mal passé. » Il va y avoir une mutualisation, ça va devenir public. Et une norme va se former. Et qui va recevoir la norme? Et c'est là qu'on commence à retrouver ma question du juge. On parle de la loi Veil de 1974, mais avant la loi Veil, il y a eu Gisèle Halimi, il y a eu le procès Bobigny en 70 ou 71. Et donc, ce sont les juges qui, les premiers, ont décriminalisé l'avortement. Simone Veil est venue après, c'est très bien Simone Veil, mais elle est venue après. Si vous prenez le processus du droit au logement, c'est la même chose. Le droit au logement opposable, il y a eu les manifestations de droit au logement et puis les Don Quichotte, par exemple. Bon. Et donc, des choses qui sont dans l'espace civil se mettent dans l'espace public et c'est là que se forme la norme. Et la démocratie continue consiste donc à considérer que l'exigence démocratique doit se diffuser dans l'ensemble de la société. Ce qui m'amène, par exemple, à considérer, puisque j'en ai parlé, à considérer que la justice n'est pas un pouvoir de l'État. La justice est un pouvoir de la société. Et dans le schéma institutionnel que j'imagine, la justice se trouve à l'articulation des espaces. Je suis pour la suppression du ministère de la Justice. Et son remplacement par un Conseil supérieur de la justice, on pourrait y revenir dans la discussion, car il me semble que justement, si la justice a aujourd'hui ce rôle que je lui reconnais ou que je constate important dans la production des normes, il doit être à l'articulation de l'espace civil et de l'espace public, et de l'espace public et de l'espace politique. Il est l'articulation, il est le genou. Si vous n'avez pas de genou, vous avez une jambe raide. Eh bien, la société est raide
s'il n'y a pas une institution qui fait l'articulation entre les différents espaces. Et pour moi, la justice est aujourd'hui cette institution qui transforme quelque chose, pour le dire en termes juridiques, je parle ici volontairement de manière la moins juridique possible. Hein. Si vous voulez, je peux le faire, mais bon, essayer de parler le moins juridique possible. Si j'introduis un peu de langage juridique, je dirais que le juge, dans le schéma, est ce qui fait passer quelque chose, et je dis volontairement quelque chose, de l'état prénormatif à l'état normatif. Le juge est un passeur. Le juge est un passeur qui reçoit, comme dirait Bourdieu, toute la misère du monde. C'est devant le juge que les choses vont. Ce n'est pas devant les députés, c'est devant les juges que les choses se posent. Et donc, c'est à lui de voir si le logement c'est un besoin ou un droit. Qu'est-ce qui fait passer quelque chose de l'état prénormatif, logement comme besoin, à ce même logement dans l'état normatif? Alors c'est un objectif de valeur constitutionnelle ou c'est un droit fondamental? Qu'est-ce qui fait passer de quelque chose de l'état prénormatif à l'état normatif? De mon point de vue, c'est le travail qui se fait au sein de l'espace public et c'est le juge qui doit pouvoir apprécier à un moment donné si on peut continuer à qualifier l'avortement de crime, si on peut continuer à qualifier le logement de besoin et pas de droit. C'est lui qui fait ce filtrage. Alors, il le fait à contre-temps, il le fait de manière incomplète, il le fait de manière imparfaite, il le fait de manière dialectique avec le pouvoir politique, qui va déqualifier ce que lui aura qualifié. Bon, c'est pas un monde de bisounours, hein, la démocratie. Mais en tous les cas, je pense que concevoir la démocratie comme une forme de société conduit à mettre au centre de l'exigence démocratique l'espace public, la qualité de l'espace public. Ce qui me conduit, deuxième point, ce qui me conduit à considérer que la démocratie continue est une forme particulière de production de la règle. Le principe de production de la règle, évidemment, c'est pour moi, hein, pour l'idée que j'ai de la démocratie continue, c'est la délibération, la discussion, l'échange d'arguments. Ce n'est pas le vote. Donc, vous voyez, dans le premier cas, je m'éloigne d'une conception qui conduit les juristes, et notamment les constitutionnalistes, à ne voir que l'État et pas la société. Moi, je dis que les constitutionnalistes doivent voir aussi la société. Et le deuxième point, c'est un point qui me conduit à dire, attention, ce qui fait la qualité d'une décision, ce n'est pas le vote, ce n'est pas le suffrage universel, c'est la délibération. À partir du moment où je mets au centre de ma réflexion l'espace public, c'est-à-dire l'espace où les problèmes de la vie quotidienne vont être mutualisés, c'est bien dans l'espace public qu'il va y avoir une discussion, un échange d'arguments sur le droit au logement, est-ce que c'est un droit ou pas un droit? Est-ce qu'il faut la GPA ou pas la GPA? Le cannabis ou pas le cannabis? Ça se discute où, ça? La fin de vie ou pas la fin de vie? Ça se discute dans l'espace public. Et il faut donc qu'il y ait le maximum de débats dans l'espace public. La qualité d'une démocratie repose non pas sur le vote, mais sur la qualité de l'échange, la qualité de la délibération. Ce qui me distingue, par exemple, d'Habermas, qui parle de démocratie procédurale, c'est que je considère que la délibération exige ou implique nécessairement le respect des droits fondamentaux. Il ne peut pas y avoir de délibération si il n'y a pas, là aussi pour employer des mots un peu savants, s'il n'y a pas un code, s'il n'y a pas un code de communication, s'il n'y a pas un agir communicationnel. Et cet agir communicationnel de la délibération, c'est le respect des droits fondamentaux. Pour qu'une délibération soit honnête, sincère et loyale, il faut que soit reconnu dans cet espace le droit d'expression,
le droit de la défense, le droit d'aller et venir, pour aller d'Aix à Brest pour défendre les idées. Autrement dit, la délibération, la production délibérée d'une décision implique que soit respecté le code de production de la délibération, c'est-à-dire les droits fondamentaux. Sur ce point, une critique qui est régulièrement faite est de dire que finalement, en mettant en avant comme critère de la démocratie continue les droits fondamentaux, les droits de l'homme, et non plus le suffrage universel, premièrement, je mettrai en avant une conception, disons, occidentale, pour aller vite, de la démocratie, et deuxièmement, une conception droit de l'hommiste de la démocratie. J'entends, j'ai eu un débat notamment avec Marcel Gauchet sur ce sujet, puisque Marcel Gauchet considère dans son dernier bouquin que la crise actuelle de la démocratie, c'est qu'il y a trop de droits de l'homme. Marcel Gauchet dit qu'une société est fondée sur 3 éléments, le politique, le droit et l'histoire. Il y a eu, dit-il, une crise de libéralisme dans les années 1930 parce qu'à cette époque, c'est le politique, l'élément politique, c'est-à-dire l'État, qui écrasait le droit et l'histoire. Aujourd'hui, dit-il, il y a une crise de la démocratie parce que les gens ont trop de droits, ils revendiquent des droits, et comme ils revendiquent des droits, eh bien, les gouvernements ne peuvent plus gouverner. Les gens sont toujours en train de réclamer le respect des droits, de nouveaux droits, et par conséquent, les démocraties sont devenues ingouvernables. La crise de la démocratie vient d'un trop-plein de droits. Évidemment, j'entends cette critique, je ne la partage pas. Je ne la partage pas parce que je considère que il y a, avec les droits de l'homme, 2 éléments qui me paraissent alors, presque constitutifs, au sens premier du mot constitutif, de la démocratie. Le premier élément, et je m'appuie sur la déclaration de 1789, ou même ce qui s'est passé en 1789, le premier élément, c'est que les droits de l'homme, la déclaration de 1789, les droits constitutionnels, sont ce qui constitue l'être humain comme citoyen. Lorsque l'on naît NAIT, on ne naît pas citoyen, ou je prends Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. Bon. On ne naît pas citoyen, on le devient. Et on le devient notamment par les droits constitutionnels, les droits de l'homme, qui ont ce que Bourdieu appelait la force propre du droit. Moi, qui ne suis pas Bourdieu, je me réfère simplement aux fables, le miroir magique, Blanche-Neige. La déclaration de 1789, c'est le miroir magique dans lequel nous regardons, comme la reine, et le miroir parle. Quand nous regardons la Constitution, nous voyons que nous disposons du droit d'aller et venir, du droit d'expression. S'il n'y a pas de Constitution, on ne le sait pas. Ce sont donc les droits de l'homme, les droits constitutionnels, la Constitution, qui nous constituent en citoyens. Et si vous vous souvenez, si vous vous souvenez des débats qu'il y a eu en 1789, on y était tous, si vous vous souvenez des débats qu'il y a eu en 1789, il y en a qui étaient contre la Déclaration des droits de l'homme. Il y a des révolutionnaires, pas des révolutionnaires qui étaient contre la Déclaration des droits de l'homme, et si vous relisez les débats, ils expliquent pourquoi ils sont contre. Ils disent, mais si on dit aux gens qu'ils ont des droits, ils vont croire qu'ils ont des droits. Et ça va être impossible de gouverner. C'est ce que j'ai ressorti à Gauchet, parce que c'est exactement l'argumentation de Gauchet aujourd'hui. Et
il va y avoir un François Hollande à l'époque en 1789, puisque vous connaissez la synthèse. Hein, il y a certains qui voulaient qu'il n'y ait pas de déclaration des droits de l'homme, d'autres qui voulaient que les droits de l'homme soient dans la Constitution, synthèse hollandaise, résultat, ça se fait dans une déclaration, hein, c'est-à-dire hors du... Donc ça veut bien dire que, si vous voulez, les droits, l'énoncé des droits, nous transforme, nous fait changer de forme, nous fait devenir citoyens. Et je pense que Xavier, par exemple, dans les débats qu'il y a eu pour la rédaction de la Constitution tunisienne récemment, il y a eu tout un débat, notamment d'un collègue, qui nous disait, mais est-ce qu'on fait une Constitution pour les croyants ou est-ce qu'on fait une Constitution pour les citoyens ? Et le débat était là, c'est-à-dire, est-ce que le peuple tunisien allait devenir un peuple de croyants ou un peuple de citoyens ? Tout dépendait de la rédaction de la Constitution. Hein, et ça a été dit explicitement par des collègues à l'Assemblée constituante. Donc, je pense que les droits de l'homme, comme critère de la démocratie continue, sont importants parce qu'ils constituent la figure de la démocratie, c'est-à-dire le citoyen. Le deuxième élément pour lequel, qui me conduit à répondre aux critiques droits de l'hommistes ou occidentalo, CIA et compagnie, c'est que j'essaie d'avoir une conception, je n'y arrive pas totalement, hein, évidemment, j'essaie d'avoir une conception la moins idéologique possible des droits de l'homme. Je veux dire par là que j'essaie de partir d'une conception matérialiste de l'homme. Et j'attache les droits à cette conception matérialiste. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur l'idée qu'un être humain, c'est d'abord un corps physique. Et ça, qu'on soit juif, noir, jaune, vert, on a un corps, on est physique. On est aussi des êtres parlants. On parle, on pense. Alors qu'on pense bien, qu'on pense mal, mais tout le monde parle et pense. Et puis troisièmement, on est un être social. On vit avec les autres. Si je pars de ces trois éléments constitutifs, qui met à l'écart le plus possible les philosophies, les idéologies, etc. Je vais attacher à cette matérialité des droits. Si l'homme est un corps, est attaché au corps des droits, le droit à l'intégrité physique, le droit de disposer librement de son corps, le droit d'accès à la santé pour protéger son corps. Ce qui me fait dire, par exemple, que être contre l'excision n'est pas être contre telle ou telle idéologie, mais je parle du corps physique. Et que ce corps physique a des droits, celui d'être respecté dans son intégrité. Si nous sommes des êtres pensants, eh bien, il faut qu'on reconnaisse, que ce soit en Asie, en Chine, partout, il faut qu'on reconnaisse la liberté de recherche, la liberté d'expression, etc. Si nous sommes des êtres sociaux, ça veut dire que nous devons reconnaître à chacun le droit de se réunir pour délibérer sur ce qui est bien pour la société ou pas. Par conséquent, les droits de l'homme auxquels je pense sont des droits qui touchent, sinon l'universel, en tout cas l'universalisable, en prenant l'être humain dans sa définition la plus matérielle ou la moins idéologisée possible. Et ce qui conduit, et ça retombe à des discussions qu'on a déjà eues, ce qui veut dire que la démocratie continue est une forme de démocratie qui s'ouvre sur le monde. Si effectivement je prends en compte comme figure de la démocratie continue cette notion-là d'être matériel, je peux le faire, je peux arriver à penser une constitution mondiale. Je peux arriver à penser un citoyen du monde. Et je peux arriver à penser une cour constitutionnelle internationale, chère Ariane. Donc, la forme de démocratie continue est une forme, sinon universelle, en tous les cas une forme universalisable, parce qu'elle repose sur ce qui construit, ce
qui constitue la figure de la démocratie, qui est le citoyen. Troisième forme, tu me dis si il reste 5 minutes. Après, ça n'enregistre plus, donc je peux dire n'importe quoi après, c'est génial. La démocratie continue, c'est aussi une forme qui met en scène les tensions constitutives de toute société. Alors, bon, je vais résumer. Le point... comment résumer? Je vais résumer le point à partir de la mise en tension, si vous voulez, de la double identité du peuple. Ce que j'appelle la double identité du peuple. C'est-à-dire que on a tous en tête, là aussi, encore une fois, il faut se battre contre en tous les cas, moi j'ai eu à me battre, peut-être vous pas, mais moi j'ai eu à me battre contre ces schémas. La définition classique que l'on a de la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. On trouve ça dans une rédaction, on met zéro. Je veux dire 3 fois le même mot dans la petite phrase, c'est nul. Il faut faire un effort quand même. Sauf qu'on peut écrire le mot peuple de manière différente. Hein? Et la double identité du peuple, c'est le peuple avec un grand P et le peuple avec un petit p. Le peuple avec un grand P, c'est l'être abstrait. Le concept, c'est la décision du Conseil constitutionnel du 9 mai 91. Hein, le peuple français comme concept juridique, la valeur constitutionnelle du concept juridique de peuple français. Bon. Ça, c'est la première identité du peuple. Mais il y a aussi le peuple avec un petit p. Lorsqu'on dit un cinéma populaire, un quartier populaire, les gens, hein, le petit peuple, qui prend un petit café, qui roule dans sa petite voiture, et qui lit le petit Parisien, et qui le petit peuple, quoi. Bon. Alors, si vous regardez, si vous réécrivez la phrase, hein, le gouvernement du peuple, vous mettez un grand P ou un petit p? Par le peuple, vous mettez un grand P ou un petit p? Pour le peuple, vous mettez un grand P ou un petit p? Et vous voyez là, on ne met pas 0 en marge, mais on met 20. Selon où on a mis la majuscule ou pas. Il y a donc une double identité du peuple. Il y a l'identité, le concept juridique, comme dit le Conseil constitutionnel, et puis il y a l'autre identité, le peuple fait de gens concrets. Est-ce qu'on a besoin de faire de la sociologie pour ça? Non. Il suffit de lire la Constitution. Le peuple concret, il est là-dedans. La déclaration de 1789, elle dit « toute personne ». Nul homme ne peut être accusé, donc elle parle de la personne concrète. Si vous lisez le préambule de 1946, il parle de tout travailleur, de l'étudiant, de la femme. Donc, il ne parle pas du peuple abstrait, il parle du peuple concret. Autrement dit, dans le texte constitutionnel, vous avez cette double identité du peuple. Et cette double identité du peuple, évidemment, elle doit être mise en tension. Et elle n'est pas nécessairement congruente. Il peut y avoir des contradictions entre le peuple avec un grand P et le petit peuple. Il faut donc, pour la démocratie continue, trouver les mécanismes, les procédures, les institutions, les espaces, les lieux où ces deux figures du peuple vont se rencontrer. Là encore, est-ce que j'invente? Non, je ne fais que, les juristes sont bornés, hein, mais je ne fais que redécouvrir l'article 6, mais cette fois la deuxième phrase, de la déclaration de 89, dont je vous redonne lecture. Tous les citoyens, donc les gens en vrai, tous les citoyens ont le droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à la formation de la volonté générale. Qu'est-ce qu'on a fait depuis 1789? On a zappé le personnellement. Et ça donne tous les citoyens ont le droit de concourir par leurs représentants à sa formation générale. La Constitution, la déclaration de 1789 intègre cette double identité, le personnel et l'abstrait.
Il s'agit donc, dans la démocratie continue, de dire attention, la démocratie continue, ce n'est pas simplement le peuple abstrait, c'est aussi le peuple concret. Et ce peuple concret-là, c'est le grand oublié des institutions depuis 1789. Alors qu'il est présent dans les premières phrases de la déclaration de 1789, où, lorsque les révolutionnaires disent qu'ils ont rédigé cette déclaration afin que les réclamations des citoyens, on croirait entendre la QPC, afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution. Le problème, c'est que c'est resté lettre morte. Et que la démocratie continue n'est ni plus ni moins, si je veux encore être plus basique, la démocratie continue n'est ni plus ni moins que d'inventer, de trouver les mécanismes par lesquels la démocratie continue entre deux moments électoraux, par cette reconnaissance de la capacité des citoyens à intervenir, deuxièmement, dans l'espace public, par l'intermédiaire de l'exercice des droits fondamentaux, pour construire non pas une forme de gouvernement, mais une forme de société qui soit démocratique. La démocratie continue est donc une forme qui, non pas supprime la représentation, je ne supprime pas les représentants, ils sont dans l'article 6, mais qui articule aux représentants la présence des citoyens ordinaires, des citoyens avec un petit p, enfin du peuple avec un petit p, dans la production de la volonté générale. Bon, je passe un peu vite. Le dernier point, et j'en terminerai par là, le dernier point, c'est que la démocratie continue est une forme, disons, d'expérimentation de la tendance à l'horizontalité des sociétés contemporaines. Là aussi, pour être bref, je pense que nous avons des institutions qui fonctionnent essentiellement de manière hiérarchique, verticale, parce qu'elles ont été inventées à un moment où nos sociétés étaient des sociétés hiérarchisées et verticales. Et que ces institutions étaient donc en symbiose avec la société. Or, aujourd'hui, il y a une tendance, disent les sociologues, à un basculement vers une société plus fluide, plus horizontale. Or, nous n'avons pas trouvé les institutions, les mécanismes, les procédures par lesquelles une société fonctionnant de manière horizontale va se représenter institutionnellement. Alors, on le voit, si on sort du droit constitutionnel, d'accord, si on sort du droit constitutionnel, si on prend je sais pas, le droit de la famille, par exemple, on voit bien l'horizontalité, le passage de la verticalité à l'horizontalité. Il y a quelques années, quand c'était bien, je parle comme Finkielkraut, quand c'était bien, il y a quelques années, il y avait la famille, avec le père, la mère obéissait, les enfants obéissaient, c'était vertical. Aujourd'hui, malheureusement, c'est plus ça. Le mari doit partager le pouvoir avec son épouse et les enfants. C'est la pagaille. C'est la pagaille. Nous sommes dans une société horizontale. Bon. Et on pourrait aussi voir dans l'entreprise, on pourrait voir dans l'éducation nationale. Moi, je me régale aujourd'hui à faire... Je ne fais plus du tout les cours de concite en première année comme je faisais il y a encore quelques temps, parce que tous mes étudiants ont évidemment devant eux le cours sur les machines. Donc je fais le cours autrement que je le faisais, et je me régale. C'est plus intéressant pour moi de faire cours aujourd'hui que de faire cours il y a 15 ans où j'étais obligé de dicter. Là, ils ont tout, donc c'est plus interactif, c'est horizontal. Donc nous sommes dans une société... disons, qui bascule vers l'horizontale sans avoir trouvé ces institutions. La question est là, ma réponse est limitée, c'est-à-dire que je devine, j'ai l'intuition
de ce défaut entre des institutions verticales et une société horizontale. Quelles sont les institutions de cette société fluide et horizontale? Je ne les ai pas trouvées. Alors, j'ai quelques exemples. Par exemple, je suis pour la reconnaissance d'un statut constitutionnel des lanceurs d'alerte civiques. Parce que précisément, on voit bien qu'aujourd'hui, tous les problèmes, entre guillemets, qui sortent sur l'espace public ne sont pas sortis par les partis politiques verticales. Je ne parle même pas de nuit debout, hein, ne sont pas sortis par les députés, ne sont pas sortis par les sénateurs, mais ils sont sortis par une personne qui, au courant d'un dysfonctionnement dans l'espace civil, le porte dans l'espace public. Cette personne prend des risques. Il faut un statut constitutionnel, société horizontale. Bon. Il y a ce que j'appelle aussi les assemblées primaires de citoyens. C'est-à-dire, je proposerais, dans cette recomposition utopique institutionnelle de la démocratie continue, que soit inscrit dans la Constitution l'obligation pour les parlementaires de réunir dans leurs circonscriptions respectives leurs électeurs, les citoyens de leur circonscription, et de leur soumettre tous les projets et propositions de loi avant que ces projets ou propositions soient débattus à l'Assemblée nationale, et que ce soit une obligation constitutionnelle. De même qu'il y a une obligation pour les projets de loi d'être soumis au Conseil d'État, on ne voit pas pourquoi, je proposerais qu'il y ait une obligation de soumettre, horizontalité, de soumettre les projets et propositions de loi à ces assemblées primaires de citoyens. Mais ma réflexion est limitée. Ma réflexion est limitée tout simplement parce que les cadres dans lesquels je pense est un cadre qui a été formé par mes maîtres, par mes professeurs, et qu'il est parfois difficile de s'émanciper ou de casser ces cadres. Pour vous donner, et pour terminer, pour vous donner l'esprit finalement dans lequel tout ça a été pensé, tout ça a été pensé à partir d'une fable. J'aime beaucoup les fables. J'aime beaucoup toute histoire qui commence par « il était une fois », ça me rend dingue. Donc, vous connaissez la fable de la chèvre de M. Seguin. Elle est très jolie cette fable, la fable de M. Seguin. Hein, la fable de M. Seguin, vous connaissez la chèvre, elle est dans le pré, elle est contente, elle est heureuse, elle a de l'herbe, elle a tout ce qu'il faut, elle est heureuse. M. Seguin s'occupe d'elle, etc. Puis un jour, cette andouille, elle ne veut plus, elle s'en va. Elle s'en va, elle passe la journée dans le pré, elle rencontre ses copines, ses copains, les fleurs, les papillons, etc. Bon, elle est heureuse, tout. Et puis au petit matin, bouf, elle se fait manger par le loup. C'est affreux, hein? C'est terrible. Bon, à la place de la chèvre de M. Seguin, à la place de la chèvre, vous mettez le peuple, nous. À la place de M. Seguin, vous mettez l'État. Et à la place du loup, vous mettez le CAC 40. Ça donne, si le peuple s'émancipe de l'État, il se fait manger par le marché. Donc le peuple a tout intérêt à rester sous la tutelle de M. Seguin. Tout mon propos consiste à faire en sorte que la chèvre de M. Seguin ne se fasse pas manger au petit matin par le CAC 40, qu'elle quitte le système de la démocratie représentative qui me paraît à bout de souffle, et qu'elle imagine dans le jardin. J'ai eu un débat avec Wilkenkraut un jour parce que je lui disais que sa pensée, c'était une pensée du grenier. Hein, c'est-à-dire qu'il allait chercher dans le grenier les Dinky Toys, les Tépazes, la blouse grise, la règle de fer sur les doigts, et que à la pensée du grenier, il fallait préférer la pensée du jardin, comme la chèvre, sortir dans le jardin pour rencontrer les autres et avec les autres construire ce régime qui évitera qu'on se fasse manger par le loup au petit matin. Je vous remercie.